God. God, c'est l'entité cosmique la plus mystérieuse de One Punch Man. Ce mec distribue des pouvoirs à qui il veut pour semer le chaos et détruire l'humanité. Il a donné des capacités incroyables à Homeless Emperor, Psychose et même à Garou. Son but exact, on sait pas trop. Mais une chose est claire, il veut éradiquer l'humanité. Le moment le plus fou, c'est quand God a boosté Garou en Cosmic Fear Mode. Ce Garou-là pouvait manipuler l'espace-temps, détruire des planètes, c'était un monstre absolu. Et Saitama, il l'a mis KO sans effort, inversant même le temps pour annuler tous les dégâts. Ouais, vous avez bien entendu, ce chauve a littéralement fait un CTRL plus Z de l'apocalypse. God a aussi essayé de tenter Saitama avec un cube mystérieux en mode « je te donne du pouvoir ou tu meurs ». Et Saitama, il s'en fout complètement. Il a juste rejeté l'offre comme si on lui tendait un prospectus dans la rue. Blast a même observé que quelque chose sur Terre attirait l'attention de God. Et spoiler, c'était Saitama. God a envoyé des créatures surpuissantes comme Sage Centipede et Evil Natural Water, spécifiquement pour éliminer Saitama. Ce qui montre bien qu'aux yeux de God, Saitama n'est pas un héros random. C'est une menace réelle et unique pour ses plans. En résumé, God a compris une vérité essentielle. Ce chauve en pyjama jaune peut tout ruiner simplement l'existant. Et personne, pas même une entité cosmique, ne peut l'arrêter. Genos. Genos, c'est le disciple le plus loyal de l'histoire des animés. Ce cyborg classe S, rang 14, a été sauvé par Saitama contre Mosquito Girl. Il a vu son maître la gifler avec une telle force qu'elle a fini projetée dans les nuages. Depuis ce jour, Genos est devenu son apprenti. Au début, il pensait qu'il pourrait comprendre le secret de Saitama. Il prenait des notes sur absolument tout, littéralement tout. Le maître a mangé une banane, le maître a regardé la TV pendant 3 heures, le maître a fait 100 pompes. Il était persuadé que chaque geste, chaque action cachait un mystère mystique. Mais plus il voyait Saitama se battre, plus il réalisait que rien n'avait de limite. Quand Saitama a tué le roi des mers en un seul coup, Genos était là, à moitié détruit, incapable de croire ce qu'il voyait. Quand Saitama a détruit la météorite, Genos était en mode « mais comment c'est possible ?» Le moment le plus dingue, c'était pendant l'arc de l'association des monstres. Genos reçoit des souvenirs de son noyau provenant d'une timeline alternative, où Saitama a combattu Garou en mode Cosmic Fear sur la lune Lo et a même inversé le temps. À ce moment-là, Genos comprend vraiment. Son maître n'est pas juste fort, il est au-delà de toute compréhension. Il peut littéralement réécrire la réalité. Genos fait partie des rares personnes qui sont totalement conscientes du potentiel illimité de Saitama. Et contrairement aux autres héros ou monstres qui sont dans le déni, lui, il l'accepte pleinement. Pour Genos, Saitama n'est pas seulement un maître, c'est un dieu vivant. Bang. Bang, aussi connu sous le nom de Silverfang, est le vieux maître des arts martiaux et le numéro 3 de la classe S. Ce mec a passé toute sa vie à perfectionner son style de combat. Il peut détruire des immeubles avec ses poings nus et a mis au sol des dizaines de monstres au niveau démon ou dragon. Bref, c'est un véritable monstre. La première fois qu'il a réalisé la force de Saitama, c'était pendant l'incident de la météorite. Il voit ce chauve détruire un rocher géant d'un seul coup de poing. Mais sa vraie prise de conscience, c'est lors du combat contre Elder Centipede. Elder Centipede, un 1000 pattes géant de niveau dragon quasi invincible, était une menace que ni Bang, ni son frère Bomb, ni Genos n'ont pu maîtriser malgré leur technique ultime. Le monstre se régénérait constamment, rendant la situation désespérée. Bang a même dit « on a besoin de Blast », c'est dire l'urgence. Et là, Saitama arrive, tranquillement. Il regarde le monstre et dit « ah, c'est quoi ce truc ?» Elder Centipede fonce pour l'avaler et Saitama met un serious punch, un seul coup, et le monstre explose complètement. Son corps se désintègre en milliers de morceaux. Les débris volent partout comme une bombe nucléaire miniature. Bang reste bouche bée. Il vient de voir quelqu'un accomplir en 1 seconde ce qu'il et son frère n'avaient pas réussi en 10 minutes. Après ça, Bang confie à Atomic Samurai qu'un héros bien plus fort que lui est en train d'émerger. Pour Bang, maître des arts martiaux depuis des décennies, admettre cela est énorme. Mais il le fait. Il comprend que Saitama opère sur un niveau totalement différent, où les arts martiaux, les techniques et l'entraînement ne veulent plus rien dire face à une telle puissance. Boros. Boros, le seigneur de l'univers, le boss emblématique de la saison 1, ce mec n'est pas un monstre lambda, c'est un conquérant intergalactique. Un type qui a voyagé dans l'espace pendant 20 ans juste pour trouver un adversaire digne de ce nom. Il a anéanti des civilisations entières et ses subordonnés sont eux-mêmes des monstres niveau dragon. Bref, c'est le patron ultime. Quand Saitama monte sur son vaisseau, Boros le voit et sourit. Il se dit « enfin, celui que je cherchais ». Et une voyante lui avait prédit qu'il trouverait un adversaire sur Terre. Et ce chauve banal devant lui, c'était le champion qu'il attendait. Le combat commence. Et c'est épique. Boros déchaîne toute sa puissance, balance des combos destructeurs et détruit même son propre vaisseau avec ses attaques. Et Saitama, il esquive tranquillement, main dans les poches. Boros est électrisé. Ouais, c'est ça, enfin un vrai combat. Il libère son armure, limitant sa puissance. Son corps devient rose, son énergie explose. Être simplement à côté de lui pourrait tuer un humain normal. Il frappe Saitama avec tout ce qu'il a et le projette jusqu'à la lune. Ouais, la lune. Boros rigole, persuadé d'avoir gagné. Mais Saitama revient.
il saute depuis la lune et revient sur Terre en quelques secondes. Boros est choqué, mais encore plus excité. Il active sa forme ultime, le météorite burst. Sa vitesse devient impossible à suivre à l'œil nu. Il détruit tout sur son passage. Un état de rage et de joie absolue. Puis il lance son attaque finale, le Collapsing Star Roaring Cannon, capable de détruire une planète entière. Il crie « Je vais tout détruire avec toi ». L'énergie est si intense qu'elle illumine tout le ciel. Et Saitama, il dit simplement « Serious Punch ». 2 mots, un coup de poing, et l'attaque de Boros est totalement annihilée. Son vaisseau est réduit en morceaux. Boros est mortellement blessé, tombe au sol et sourit. Il regarde Saitama et dit « C'était pas un vrai combat, hein, t'as même pas essayé ». Saitama ment en répondant « Non, c'était dur ». Mais Boros sait la vérité. Il comprend que Saitama n'a jamais été en danger. Il murmure « T'es trop fort » et meurt avec un sourire de satisfaction. La réaction de Boros est la plus belle de toute la série. Ce n'est ni de la peur, ni un choc, ni du désespoir. C'est l'acceptation absolue. Il a trouvé ce qu'il cherchait, un adversaire au-delà de toute compréhension. Et il s'en va heureux. Blast. Blast, le héros numéro 1, celui qu'on ne voit jamais vraiment. Ce mec est une légende vivante. Il a sauvé des dizaines de héros, repoussé des menaces apocalyptiques tout seul. Et pourtant, personne ne sait vraiment à quoi il ressemble ou ce qu'il fait de ses journées. La première rencontre avec Saitama, c'est dans les souterrains. Au départ, Blast ne le prend pas vraiment au sérieux. Il voit juste un mec chauve, un peu banal, mais tout change pendant le combat contre Garou en mode Cosmic Fear. Blast voit les points de Saitama et Garou s'entrechoquer. Et l'énergie dégagée est tellement massive qu'elle pourrait détruire la planète. Il doit intervenir pour téléporter tout le monde dans l'espace et éviter l'annihilation totale. Ce qu'il voit ensuite le choque encore plus. Saitama domine Garou, un être doté des pouvoirs de God lui-même, avec une aisance totale. Blast assiste même à Saitama arracher les pouvoirs de God de Garou avec un seul coup de poing. À ce moment, il comprend. Les points de Saitama ont une capacité unique, capable de surpasser même une puissance divine. Plus tard, Blast demande à Saitama de l'aider pour l'affrontement final contre God. Admettre qu'il a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, pour le héros supposé le plus fort de la planète, c'est énorme. Mais il le fait, parce qu'il a vu de ses propres yeux que Saitama est sur un niveau qu'il ne pourra jamais atteindre. Un niveau où même God, l'entité cosmique la plus puissante, est impuissant. Armored Gorilla. Armored Gorilla, c'est un cyborg de la maison de l'évolution, créé par Dr Genius. Au départ, lui et les autres créatures sont envoyés pour capturer Saitama. Armored Gorilla pense que ça va être facile. Après tout, ils sont des créations scientifiques ultra perfectionnées. Mais il se rend vite compte que rien n'est facile avec Saitama. Il voit Beast King, l'une de leurs créatures les plus puissantes, se faire anéantir par des coups de poing normaux. Juste des coups de poing classiques, rien de spécial. Et pourtant, Beast King est complètement détruit. Plus tard, Armored Gorilla est abattu par Genos et est forcé de révéler l'emplacement de la base. Quand Saitama arrive, Armored Gorilla assiste à la scène qui va tout changer. Il voit Saitama affronter Carnage Kabuto, leur création ultime, le monstre le plus puissant jamais créé. Et Carnage Kabuto, il est tué en un seul coup de poing casual. Armored Gorilla reste là, bouche bée. Il comprend enfin. Ils se sont attaqués à quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Après ça, Armored Gorilla et Dr Genius abandonnent complètement leur plan de domination. Ils ouvrent même un stand de takoyaki et vivent tranquillement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Saitama. Ils ont vu quelque chose qui dépasse toute logique scientifique. Quelque chose qu'aucune expérience ou théorie ne peut reproduire ou expliquer. Armored Gorilla, maintenant, se contente de faire des takoyaki. Parce qu'il sait que dans un monde où Saitama existe, toutes ses ambitions de puissance n'ont aucun sens. Dr Genius. Dr Genius, le fondateur de la maison de l'évolution, ce mec a consacré sa vie à créer l'être parfait grâce à l'évolution artificielle. Il a construit des dizaines de créatures surpuissantes, dont Carnage Kabuto, son chef-d'œuvre absolu. Son but, prouver que la science peut créer des êtres supérieurs. Mais tout ça s'effondre quand il voit Saitama. Carnage Kabuto est censé être le monstre ultime. Il écrase Genos en quelques secondes et est tellement puissant qu'il en a peur lui-même. Quand il voit Saitama pour la première fois, il recule. Il entrevoit sa propre mort. Mais son ego prend le dessus. Il se dit impossible, je suis le plus fort. Il active alors son mode carnage, un état incontrôlable pendant une semaine entière, capable de détruire une ville entière. Il se précipite sur Saitama, lançant des attaques à une vitesse folle. Et Saitama, il esquive tranquillement. Carnage Kabuto hurle. Pourquoi tu esquives? Arrête de fuir. Saitama répond calmement. C'est samedi. Les soldes commencent bientôt, j'ai pas le temps. Et là, un seul coup de poing. Carnage Kabuto explose. Dr Genius observe la scène de loin. Il est en état de choc. Son chef-d'œuvre, sa création la plus parfaite, vient d'être annihilée en une seconde par un mec qui pensait juste au sol du supermarché. À ce moment-là, Dr Genius a une révélation. Il théorise que Saitama a brisé son limiteur. Un concept qu'il pensait impossible. Tous les êtres vivants ont une limite naturelle à leur croissance, sauf Saitama. Il a dépassé toutes les limites biologiques. Plus tard, dans une conversation avec Zombieman, Genius confirme sa théorie. La vraie force ne vient pas de la génétique ni de la science, mais de la volonté et de la discipline. Dr Genius abandonne complètement ses ambitions. Il ouvre même un stand
l'étudiant de Takoyaki avec Armored Gorilla. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'aucune science ne peut rivaliser avec un être comme Saitama. Il a vu quelque chose qui dépasse toute compréhension scientifique. Et ça l'a brisé. Garou. Garou, le chasseur de héros. Ce mec est vraiment l'un des meilleurs personnages de la série. Au début, il pense que les héros sont corrompus et que les monstres sont les vraies victimes. Il décide alors de devenir le monstre ultime, pour montrer au monde que le système est pourri. Il est incroyablement fort. Il bat des héros de classe A et S sans trop d'efforts. Il évolue en plein combat, s'adapte, devient de plus en plus puissant, mais ne connaît pas vraiment Saitama. Leur première rencontre se passe au restaurant. Saitama est là avec Genos, simplement pour manger. Garou voit Genos et décide de l'attaquer. Et Saitama, il lui met un petit coup de karaté sur la tête. Juste un tape. Garou tombe, KO. Il se réveille plus tard, perplexe. Mais c'est quoi ce délire? Il pense qu'il a juste glissé et réalise même pas que Saitama l'a frappé. Plus tard, Garou continue à évoluer. Il bat Metal Bat, il bat Genos, il bat Bang et Bomb en même temps. Il devient vraiment un monstre. Et inconsciemment, il cherche Saitama. Il sait qu'il y a quelque chose de spécial chez ce chauve. Quand Garou se transforme complètement en monstre, boosté par God, il atteint le sommet de sa puissance. Il peut copier n'importe quelle technique, s'adapter à n'importe quel adversaire, battre tous les héros de classe S. Et là, Saitama arrive. Garou le voit et pense « Enfin le chauve, maintenant je vais pouvoir le battre ». Le combat commence. Garou met tout ce qu'il a. Il utilise ses techniques les plus puissantes, s'adapte aux mouvements de Saitama, mais Saitama, il esquive tout tranquillement. Il dit juste « T'es plutôt fort » et il met un coup de poing. Garou vole à travers la ville. Il se relève, encore plus énervé. Il l'attaque encore et encore, et à chaque fois, Saitama le remet au sol. Garou commence à réaliser. Il se dit « Mais pourquoi je peux pas le battre ?» Il met toute sa rage, toute sa frustration. Et Saitama, il envoie des coups sérieux, détruit sa transformation, le force à redevenir humain. Garou est au sol, complètement détruit. Il regarde Saitama et comprend enfin qu'il y a un mur qu'il ne pourra jamais franchir. Peu importe combien il s'entraîne, combien il évolue, il y aura toujours quelqu'un au-dessus. La réaction de Garou, c'est de la frustration pure. Il a passé sa vie à devenir fort, à chasser les héros, à devenir un monstre. Et pourquoi? Pour se faire humilier par quelqu'un qui fait juste des pompes. Mais c'est aussi une leçon. Garou réalise qu'il s'était trompé depuis le début. Tous les héros ne sont pas corrompus. Et que la vraie force, ce n'est pas seulement la puissance physique. Saitama le change, comme il a changé tous ceux qui l'ont affronté. King, l'homme soi-disant le plus fort du monde, ce mec c'est vraiment la meilleure blague de One Punch Man. Tout le monde pense qu'il est l'homme le plus puissant de la planète. On lui attribue des victoires qu'il n'a jamais eues. Et on parle du fameux King Engine. Ce bruit de moteur censé se déclencher quand il est sérieux. En réalité, c'est juste son cœur qui bat à toute vitesse parce qu'il a peur pour sa vie. Et la raison pour laquelle King a cette réputation, c'est Saitama. Chaque fois que Saitama tue un monstre, King se retrouve par hasard sur les lieux. Il fait ses courses, rentre chez lui et paf, un monstre mort devant lui. Comme Saitama s'en va toujours sans attendre, tout le monde pense que c'est King qui a fait le travail. King joue le jeu parce qu'il a trop peur d'avouer la vérité. Mais quand King rencontre vraiment Saitama et découvre la réalité, c'est magnifique. Il est en mode « Putain, c'était toi depuis le début !» Un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce qu'il comprend enfin pourquoi il est toujours vivant, terreur parce qu'il réalise qu'il côtoie le mec le plus dangereux de la planète. Le moment le plus marquant, c'est quand le corbeau géant attaque l'immeuble de King. King est paralysé par la peur, il ne peut rien faire. Saitama arrive et élimine le monstre d'un seul coup. À ce moment, King confesse tout. Je suis un imposteur, toutes mes victoires, c'était toi. Saitama, il s'en fout. Il répond juste « Ok cool, on finit notre partie de jeux vidéo ». Ce qui est beau, c'est que King et Saitama deviennent vraiment amis. Ils jouent aux jeux vidéo ensemble, traînent ensemble. King est le seul à connaître le vrai Saitama. Sous cette puissance incroyable, c'est juste un mec normal qui veut profiter de sa vie. La réaction de King face à la puissance de Saitama, c'est l'acceptation totale. Il se dit « Ok, ce mec pourrait détruire la planète s'il le voulait, mais il est cool, donc ça va ». King place une confiance absolue en Saitama. Pour lui, Saitama n'est pas un danger, c'est une assurance vie. Dr. Kusuno. Dr. Kusuno, c'est le scientifique qui a reconstruit Genos en cyborg. Il n'a jamais vu Saitama en action directement, mais il connaît sa puissance à travers les rapports détaillés de Genos. Et croyez-moi, Genos lui raconte tout. Chaque combat, chaque exploit, chaque moment où Saitama a fait quelque chose d'impossible. Dr. Kusuno entend parler de Mosquito Girl, du roi des mers, d'Elder Centipede, de tout. À chaque fois, il se dit, mais c'est pas possible. Pendant l'arc de l'association des monstres, Dr. Kusuno visite même l'appartement de Saitama. Il lui apporte un cadeau, un hot pod, plat chaud à partager typique de la cuisine asiatique, pour le remercier de mentorer Genos. Ce moment est vraiment touchant. Dr. Kusuno voit que Saitama n'est pas juste un héros surpuissant, c'est quelqu'un de bien, qui a une influence positive sur son fils Genos. Ce qui est intéressant, c'est que Dr. Kusuno n'a jamais douté des rapports de Genos. D'autres pourraient dire, mais non, c'est exagéré. Lui sait que Genos ne ment jamais. Genos est un cyborg, il enregistre tout avec précision. Alors si Genos dit que Saitama a détruit une météorite en un coup, c'est vrai. Si Genos dit que Saitama a tué Elder Centipede en une seconde, c'est vrai. Dr. Kusuno comprend aussi que l'influence de Saitama va au-delà de
la force, Saitama façonne le caractère de Genos, sa philosophie de héros. Genos était obsédé par la vengeance au début, mais avec Saitama, il apprend ce que c'est vraiment d'être un héros. La reconnaissance de Dr. Kusuno envers Saitama est indirecte, mais totale. Il soutient Genos à 100% dans son apprentissage, même si ça semble inutile, parce que personne ne peut atteindre le niveau de Saitama. Dr. Kusuno croit que c'est bon pour Genos d'avoir un modèle aussi puissant. Empty Void. Empty Void, aussi connu sous le nom de Datman, est un adversaire de niveau cosmique. Ancien partenaire de Blast, il a fini par succomber à l'influence de God. Il devient alors un serviteur surpuissant, capable d'exécuter des attaques dimensionnelles, capable de littéralement déchirer la réalité. Ce mec peut ouvrir des portails, trancher à travers les dimensions, c'est du pur niveau God tier. Sa rencontre avec Saitama est un moment définissant. Empty Void lance son attaque la plus absolue, un slash dimensionnel colossal. Cette attaque traverse les paysages, les réalités parallèles. Tout, une technique qui, normalement, devrait être impossible à contrer. Et Saitama, il l'attrape à main nue, comme si de rien n'était, comme si Empty Void venait de lancer une simple balle de tennis. Empty Void reste bouche bée. Il regarde ses mains, regarde Saitama et lâche « tu es sans limite ». Il compare Saitama à un puissant fond, dont on ne peut jamais voir le fond. Et ça vient de quelqu'un qui comprend les mécaniques cosmiques et a été exposé au pouvoir de God. Pour Empty Void, ce n'est pas juste une reconnaissance de force physique, c'est une reconnaissance existentielle. Il réalise que Saitama existe en dehors des hiérarchie de pouvoir connue, en dehors des lois dimensionnelles. Les manipulations de God deviennent insignifiantes face à sa force absolue. Cette rencontre libère Empty Void de l'influence de God, mais elle lui laisse une impression durable. Saitama est un être qui brise les fondations même de l'équilibre cosmique, et il fait ça avec un seul coup de poing. Pour Empty Void, qui a vu des dimensions entières, des réalités alternatives et des pouvoirs cosmiques, voir quelqu'un comme Saitama, c'est la chose la plus terrifiante et fascinante à la fois. Fubuki, la leader du groupe Blizzard, numéro 1 de la classe B, cette meuf, elle se la pète grave. Elle pense qu'avec ses pouvoirs psychiques et son statut de chef, elle peut contrôler tout le monde. Quand elle entend parler de Saitama, un nouveau héros de classe B qui monte vite en grade, elle décide de le recruter. Elle débarque chez lui avec toute sa bande, prête à l'intimider. Elle lui balance un « rejoins mon groupe ou je te détruis ». Et Saitama, il la regarde calmement et répond « non merci ». Fubuki est vexée. Elle ordonne à ses subordonnés de l'attaquer. Saitama les bat tous en un instant. Ils volent à travers la pièce comme des poupées de chiffon. Alors, elle s'énerve. Elle décide d'y aller elle-même. Elle utilise son pouvoir psychique, son attaque la plus puissante, le Hellstorm. Une attaque qui, normalement, écrase n'importe quel humain. Et Saitama, il reste debout. Pas une égratignure, il dit juste « c'est bon, t'as fini ?» Fubuki est choqué. Personne n'a jamais résisté à son pouvoir comme ça. Elle retente, met toute sa puissance. Et Saitama bouge même pas. Il la regarde juste en mode « tu fais quoi là ?» À ce moment-là, Fubuki devrait comprendre. Mais non, son ego l'en empêche. Elle se dit « ok, il est fort, mais il doit être au moins classe S minimum. » Elle le range dans une case pour éviter d'affronter la vérité. Il est peut-être plus fort que sa sœur Tatsumaki. Plus tard, elle le voit utiliser les Serious Side Ops contre Sonic. Des sauts si rapides qu'il crée des after images et des zones de choc partout. Fubuki est là, bouche ouverte. Elle peut plus nier. Mais même là, elle s'accroche. Ok, il est fort, mais Tatsumaki peut le battre. Parce qu'admettre que Saitama est plus fort que sa sœur, c'est admettre que toute sa vision du monde est fausse. La réaction de Fubuki face à Saitama, c'est du déni progressif. Elle voit sa puissance, mais refuse de l'accepter complètement. Elle préfère croire qu'il a du potentiel, plutôt que d'admettre qu'il est déjà au-delà de tout le monde. Flashy Flash. Flashy Flash, le héros de classe S connu pour sa vitesse inégalée. Ce mec, il se croit intouchable, toujours confiant, persuadé qu'il est le plus rapide du monde. Personne ne peut le suivre. Du moins, c'est ce qu'il pense. Sa première rencontre avec Saitama se passe pendant l'arc de l'association des monstres. Il tombe sur lui dans les souterrains et, sans réfléchir, il le prend pour un monstre. Il l'attaque direct, enchaîne ses coups ultra rapides, capable de découper n'importe quoi. Et Saitama, il part tout avec ses mains, tranquille. Flashy Flash et sous choc. Personne n'a jamais esquivé, encore moins paré ses attaques comme ça. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il accélère, il part à fond, à sa vitesse maximale. Et là, il se retourne et voit Saitama courir à côté de lui, sans forcer, comme si c'était une balade. Flashy Flash transpire. Il comprend qu'il est face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Au début, il reste humain. Il se dit que Saitama a juste eu de la chance. Mais plus il avance dans le labyrinthe, plus il voit Saitama détruire des monstres surpuissants sans lever un sourcil. Des ennemis qui lui auraient donné du fil à retordre. Lui, le maître de la vitesse. Et Saitama, lui, fait ça avec un calme absolu. Le moment clé, c'est quand il voit Saitama affronter Empty Void, un être de niveau cosmique, ancien partenaire de Blast. Flashy Flash le regarde attraper une attaque dimensionnelle à main nue. Pour lui qui a passé sa vie à perfectionner vitesse et technique, c'est un choc, un vrai traumatisme de ninja. Il garde sa façade froide, pro, arrogante même. Mais au fond, il le sait, Saitama n'est pas juste fort, il est hors catégorie. Alors au lieu d'avouer, il dit que Saitama a un grand potentiel. C'est sa manière à lui de ne pas s'effondrer psychologiquement, parce qu'admettre la vérité, ce serait admettre que tout son entraînement, toute sa fierté, ne valent rien face à un mec en pyjama jaune. Overground Rover.
Rover. Overground Rover, c'est ce monstre niveau dragon qui sert de gardien dans le QG de l'association des monstres. Un énorme chien capable de balancer des décharges d'énergie tellement puissantes qu'elles peuvent mettre en danger des légendes comme Bang ou Bomb. Clairement, c'est l'un des monstres les plus dangereux de toute l'association. Quand Saitama tombe sur la base par pur hasard, Rover le voit et attaque direct. Il balance son blast le plus violent. Et Saitama, il répond juste avec un coup de poing disciplinaire. Mais attention, c'est pas un simple coup. L'impact fait trembler toute la base souterraine, provoque des secousses à la surface et vaporise des sections entières du repère. Rover survit, mais il est traumatisé. Et c'est là que c'est génial. Plus tard, Orochi lui ordonne d'attaquer Saitama à nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Un monstre de niveau dragon capable d'affronter des héros de classe S sans broncher qui s'enfuit en tremblant devant un seul homme. Parce qu'il a compris. Rover a compris que Saitama, c'est pas juste un héros, c'est un prédateur absolu. Quelqu'un qu'on ne provoque pas. Et après tout ça, Rover devient littéralement un chien de compagnie. Il vit avec Saitama, docile, obéissant, calme. C'est pas juste de la force brute que Saitama lui a imposée, c'est une domination totale, physique, mentale et même symbolique. Rover a compris sa place dans l'univers, et cette place, c'est bien en dessous de Saitama. Speed of Sound Sonic. Sonic, le ninja qui se proclame rival de Saitama, ce mec est obsédé. Après avoir perdu contre Saitama la première fois, il devient déterminé à le surpasser. Malgré 11 défaites humiliantes, Sonic continue. Il s'entraîne sans cesse pour combler le fossé. Mais ce fossé, c'est pas un fossé, c'est un gouffre sans fin. L'indifférence de Saitama envers Sonic, c'est le thème comique récurrent. Sonic balance ses techniques les plus mortelles, comme son Ten Shadows Burial. Et Saitama, il utilise les Serious Side Hops, un mouvement sans effort qui génère des after-images infinis et anéantit Sonic sans même un coup direct. Sonic vole à travers la ville, il finit dans les décombres, et Saitama continue juste sa journée. Malgré ça, Sonic refuse d'abandonner. Il considère même de se transformer en monstre pour devenir plus fort. Mais ça échoue de façon comiquement tragique. Il mange une cellule monstre et finit avec une diarrhée explosive. C'est pathétique. Son incapacité à accepter la futilité de sa quête est une parodie des rivalités shonen traditionnelles. Dans les animés normaux, le rival finit par rattraper le héros. Avec Saitama, c'est impossible. Le pouvoir illimité de Saitama rend tous les efforts de Sonic inutiles. Leur rivalité est une blague cosmique. Pourtant, Sonic a un respect à contre-cœur pour Saitama. Il le catégorise comme classe S minimum, une sous-estimation énorme. Mais c'est sa façon de se convaincre sans admettre la défaite totale. Pour Sonic, admettre que Saitama est au-delà de sa portée, c'est admettre que sa vie entière d'entraînement ne vaut rien. Alors il continue encore et encore, comme un Don Quichotte ninja qui se bat contre un moulin à vent invincible. Sérieux, le champion invaincu du tournoi Superflight, ce mec incarne l'arrogance née de la domination sans défi. Il croit que la maîtrise des arts martiaux est le chemin ultime vers le pouvoir. Il méprise les héros, les considérant comme de simples serviteurs publics pas dignes de son attention. Cette confiance en soi est irréversiblement brisée quand il rencontre Saitama. Au début, Sérieux est intrigué. Il voit Saitama battre Zakos avec une simple claque. Il se dit « Oh, un adversaire digne ». Pendant leur match officiel, Sérieux utilise toutes ses techniques raffinées et Saitama les esquive avec des intérêts. Les mains dans les poches, il bouge juste sa tête. Sérieux met plus de puissance. Il devient sérieux. Et Saitama le contre avec une petite tape sur l'épaule. Sérieux vole à travers l'arène. Il détruit le mur, il finit dans les décombres. Il est là, au sol, il peut plus bouger. Il regarde Saitama et se dit « Mais c'est qui ce monstre ?» Mais le vrai réveil de Sérieux, c'est l'arrivée de Guketsu. Guketsu, un monstre niveau dragon, un ancien champion martial devenu monstre. Il démantèle Sérieux complètement. Malgré toutes ses compétences, toute sa force physique, Sérieux se fait détruire. Il est réduit à un état proche de la mort. Il supplie pour qu'un héros intervienne. Et Saitama réapparaît, pas comme un sauveur spectaculaire, mais avec une présence nonchalante qui contraste avec le désespoir de Sérieux. Saitama bat Guketsu en un coup, hors écran. On voit juste la tête de Guketsu voler dans le ciel et atterrir devant Sérieux. Sérieux voit ça et il comprend immédiatement. La disparité absurde entre lui et Saitama, sa quête de toute une vie pour la discipline martiale, semble soudainement insignifiante comparée au pouvoir absolu et non mérité de Saitama. Ce moment détruit son ego et crée une révérence immédiate. Il supplie de devenir le disciple de Saitama. Saitama refuse comme d'habitude. La transformation de Sérieux est instantanée. L'expérience est une révélation brutale mais révélatrice. Dans un univers où des êtres comme Saitama existent, les concepts comme le talent naturel sont ridicules. Pour Sérieux, cette rencontre n'est pas juste une défaite, c'est un vrai déclic. Amai Mask. Amai Mask incarne l'idéal d'héroïsme de l'association des héros. Impeccable, beau et puissant. Son perfectionnisme rigide alimente son mépris pour tout ce qui est laid ou imparfait. Que ce soit des monstres, des héros de Baran ou des individus qui ne correspondent pas à son esthétique de ce qu'un vrai héros devrait être. Saitama, avec son apparence fade et son absence totale de soucis pour l'image publique, est l'antithèse de tout ce qu'Amai Mask valorise. Au début, Amai Mask voit Saitama comme une anomalie puissante mais brute, manquant de la beauté du pouvoir écrasant. Cependant, des observations subtiles
ville commencent à le troubler. La victoire sans effort de Saitama contre le roi des mers par exemple. Il note que Saitama, malgré son manque de raffinement, possède une efficacité indéniable, un pouvoir brut absolu qui produit des résultats bien au-delà des efforts de héros plus affinés. Contrairement à Siryu, la reconnaissance d'Amai Mask n'est pas immédiate. C'est une accumulation lente et inconfortable de faits indéniables. Il voit Genos, un héros qu'il respecte, idéaliser Saitama. Il entend des récits des exploits impossibles de Saitama pendant l'arc de l'association des monstres. Et son esprit perfectionniste ne peut pas accepter le comportement non héroïque de Saitama avec son pouvoir écrasant. Pour Amai Mask, Saitama est une menace, pas en termes de méchanceté, mais dans la façon dont son existence même détruit l'image soigneusement élaborée de l'héroïsme de l'association. La simplicité brute de Saitama défie la croyance d'Amai Mask que le pouvoir doit s'aligner avec la beauté, le charisme et l'esthétique héroïque. Finalement, il finit par accepter et prend la tâche d'essayer de recruter Saitama pour le former en héros parfait. Un effort qui, comme vous pouvez l'imaginer, échouera. Pour Amai Mask, accepter Saitama, c'est accepter que sa vision de l'héroïsme est incomplète. Orochi, le roi autoproclamé des monstres. Ce mec se croit le summum de l'évolution monstrueuse. Il a absorbé d'innombrables monstres, infusé leurs capacités dans son propre corps. Il se voit comme la forme de vie ultime, destinée à remodeler le monde sous son règne. Sa perception du pouvoir est celle de la consommation sans fin et de l'évolution adaptative. Une croyance que sa force est absolue parce qu'elle n'a jamais été vraiment contestée. Cette illusion s'effondre lors de sa rencontre avec Saitama. Orochi avait déjà senti les preuves indirectes de l'existence de Saitama, la mort de Gogetsu et Elder Centipede, deux de ses cadres les plus puissants, et les rumeurs de l'horreur de Ghost Town dans la ville Z. L'intérêt d'Orochi est piqué. Il voit Saitama comme un sacrifice potentiel pour transcender Orochi vers la divinité. Mais la confiance d'Orochi reste inébranlée jusqu'à leur confrontation réelle, s'attendant à une bataille monumentale. Orochi déchaîne ses techniques les plus dévastatrices, y compris le Gaia Cannon, une attaque qui exploite l'énergie du noyau terrestre lui-même. La réponse de Saitama est léthargique. Il repousse l'attaque avec un Serious Kurt Gun, littéralement de l'eau projetée, et riposte avec un seul coup de poing sans effort. Orochi est entièrement anéanti. La défaite d'Orochi n'est pas une bataille, c'est une disparition totale. Ces derniers moments sont marqués par l'incrédulité et la terreur existentielle. La réalisation que sa quête du pouvoir ultime, toute son identité est rendue insignifiante par un être qui n'exerce aucun effort visible. C'est une vérité déchirante. La destruction d'Orochi est une démonstration narrative du rôle de Saitama dans l'univers One Punch Man, le point final ultime aux ambitions de tout être ultime. Tatsumaki, la tornade de la terreur. La deuxième héros la plus forte de la classe S, la télékinésiste la plus puissante du monde. Cette meuf peut manipuler des paysages, anéantir des ennemis avec facilité, protéger des villes contre des menaces cataclysmiques. Sa confiance en son pouvoir est absolue, jusqu'à qu'elle rencontre Saitama. Leur confrontation commence quand Tatsumaki essaie de punir le groupe Blizzard. Saitama l'interrompt. Sa réponse immédiate est de l'écraser avec sa puissance psychique. Et à son choc, Saitama reste complètement inaffecté. Il endure tranquillement d'être projeté à travers des bâtiments, d'avoir des paysages entiers tordus autour de lui. Les attaques de Tatsumaki s'intensifient dans le désespoir. Elle amplifie son pouvoir à des niveaux dantesques. Pourtant, peu importe combien de force elle exerce, Saitama ne bouge pas. L'impact psychologique est lent et brutal. Avec chaque attaque échouée, la frustration de Tatsumaki cède à l'incrédulité, puis à la panique totale. Le comportement calme, presque ennuyé de Saitama pendant son assaut, est une attaque directe sur son identité. Il ne lutte pas, il ne riposte pas, il existe simplement au-delà de sa portée. Son incapacité à le soulever télékinétiquement, un exploit qu'elle considérait impossible, brise sa hiérarchie interne du pouvoir. Pour Tatsumaki, dont toute l'estime de soi est construite sur le fait d'être la plus forte, l'existence de Saitama est une révélation choquante. Il est un être qui invalide sa suprématie, non pas en combattant plus dur, mais en n'ayant pas besoin de combattre du tout. L'arc de Tatsumaki post-rencontre est marqué par une reconnaissance silencieuse et réticente. Elle ne concède jamais complètement la supériorité de Saitama, mais les graines du doute sont irréversiblement plantées. Pour la première fois, elle se sent non pertinente. Son pouvoir qui la définissait autrefois est rendu totalement insignifiant contre un homme qui est immunisé contre son existence même. Black Sperm. Black Sperm en tant que monstre niveau dragon composé de milliards de cellules autonomes capables de multiplication et combinaison infinie, se considérait comme la forme de vie ultime. Sa croyance était enracinée dans la capacité à s'adapter. Aucun adversaire ne pourrait jamais durer contre ses nombreux écrasants ou surpasser ses formes évoluées comme Golden Sperm et Platinum Sperm. Il n'a jamais combattu Saitama directement, mais après avoir été témoin de sa soumission de Underground Rover et avoir vu la défaite de Cosmic Fear Garou, cela donne à Black Sperm une compréhension
incompréhension du vrai fossé entre leurs pouvoirs. Sa transformation en animal de compagnie de Saitama n'était pas une punchline comique, c'était le seul résultat logique. Son existence n'avait plus de contrôle sur lui-même et il était laissé impuissant. Il décide de vivre sous la protection de ce qu'il considère être la personne la plus forte qu'il ait jamais vue, se faisant alors qu'il reconstitue sa force. Pour Black Sperm, qui se croyait invincible grâce à ses nombres, réaliser que Saitama pourrait l'effacer entièrement d'un coup, c'est une humiliation totale. Et c'est aussi une acceptation réaliste. Dans un monde où Saitama existe, même avoir des milliards de corps ne sert à rien. Zombie-Man. La compréhension de Zombie-Man du pouvoir de Saitama était un processus réfléchi plutôt qu'une confrontation instinctive. En tant que rang 8 de la classe S, Zombie-Man était fier de sa régénération imparable, ses compétences de combat tactique et son instinct d'enquête. Il n'était pas une grande centrale de puissance, mais un survivant. Comparé à beaucoup d'autres personnages qui ont croisé Saitama, il n'a jamais été dans le déni sur sa propre force. Le vrai changement de perception est venu pendant sa conversation avec Dr Genius. Genius a expliqué la théorie du limiteur, que tous les êtres ont des plafonds de croissance imposés par la nature, sauf Saitama, qui a forcément brisé son propre limiteur. La vraie compréhension de Zombie-Man s'est cristallisée après avoir été témoin de la domination sans effort de Saitama sur Cosmic Fear Garou, ou au moins pas directement témoin, mais en entendant parler de Genos. Voir comment Garou, un être dont le pouvoir éclipsait la classe S collective, a été aussi facilement éliminé par Saitama, a forcé Zombie-Man à abandonner toute notion que la force pouvait être gagnée par des moyens conventionnels. Cela nécessitait un vrai effort et une élimination complète des limites. Cela l'a poussé à rechercher Genius à nouveau, pas pour l'admiration, mais pour poursuivre le retrait du limiteur lui-même. Pour Zombie-Man, qui comptait sur la résistance à la douleur, l'invulnérabilité de Saitama n'était pas juste enviable, c'était au-delà de la souffrance. La réaction de Zombie-Man est unique parce qu'elle est analytique. Il voit Saitama non pas comme un rival ou une menace, mais comme un puzzle à résoudre. Et s'il peut résoudre ce puzzle, peut-être qu'il peut aussi briser son limiteur. Carnage Kabuto. Carnage Kabuto était l'un des rares à ressentir instinctivement le vrai pouvoir de Saitama avant de porter un seul coup. En tant que création ultime de la maison de l'évolution, Kabuto avait toutes les raisons d'être arrogant. Il a pulvérisé Genos avec facilité. Mais le moment où il a fait face à Saitama, son instinct primal a crié danger. Ce flash initial de peur l'a rendu hésitant, une réaction de survie qui a surpassé son arrogance. Ce n'était pas basé sur l'analyse ou l'intuition de combat, c'était de la terreur biologique brute face à quelque chose que son cerveau ne pouvait pas comprendre. Mais l'ego ne cède pas si facilement. Dans un accès de déni, Kabuto est entré en mode Carnage, convaincu que sa puissance boostée pouvait effacer la peur inexplicable. Ce qui a suivi était immédiat, absolu et un peu comique. Le coup de poing unique de Saitama ne l'a pas juste vaincu, il l'a complètement effacé du récit. Saitama était bien plus préoccupé de manquer l'offre du jour au supermarché que le monstre déchaîné devant lui. La réaction de Kabuto avant de mourir devait être de la terreur pure. Sa vision de sa propre mort s'est réalisée et il ne pouvait rien faire. Pour un monstre qui se croyait invincible, c'est l'humiliation ultime. Bakugan. La chute de Bakugan montre parfaitement à quel point Saitama se fout de la puissance de ses ennemis. En tant que champion Super Fight 2 fois, Bakugan était un symbole de force martiale brute. Sa transformation en monstre au niveau dragon n'a fait qu'alimenter sa croyance qu'il était maintenant intouchable. Cette croyance a été complètement brisée par Saitama en deux occasions différentes. Bakugan a été vaincu non pas par une bataille durement gagnée, mais parce que Saitama l'a négligemment frappé pour ajuster son déguisement. Puis après être devenu un monstre, il a été complètement tranché en deux par un seul coup de poing. La transition de Bakugan d'artiste martial suffisant à victime insignifiante s'est produite si rapidement que son esprit ne pouvait pas la comprendre. Une seconde, il se croyait invincible, la suivante, il était en deux morceaux. Pour Bakugan, il n'y avait pas de réalisation, pas de moment de compréhension, juste la mort instantanée. Sa réaction était de la confusion pure dans ses derniers instants. Busho, c'est le mec qui représente tout ce qui cloche avec l'association des héros quand il s'agit de comprendre Saitama. Contrairement aux combattants qui se sont pris la puissance de Saitama en pleine face, lui, il découvre tout ça derrière un bureau, avec des rapports, des tableaux Excel et des vidéos de surveillance. Il sait que Saitama a explosé tous les records aux examens physiques. Il a vu les rapports sur la défaite du roi des mers, la destruction de l'astéroïde et tous les monstres qu'il a annihilés. Et pourtant, Saitama reste en classe C. Busho, avec les autres cadres comme Jinselin, voit Saitama comme une anomalie statistique. Un mec qu'on peut pas caser dans leur propre hiérarchie bien rangée. Même s'il pousse pour faire monter Saitama en classe B, Busho reste méfiant. C'est normal, c'est l'institution qui parle. Pour lui, Saitama c'est un héros débile avec un pouvoir illimité. Mais bon, faut lui reconnaître un truc. Busho, c'est l'un des rares personnages dans la série qui laisse pas son ego ou ses idées préconçues l'aveugler. Il reconnaît quand il y a un truc qui va pas avec Saitama et il essaie de gérer cette anomalie du mieux qu'il peut, dans les limites de ce que l'association lui permet de faire. Sa réaction est professionnelle. Pas de déni total, pas de jalousie débile, juste un mec qui essaie de faire son boulot face à quelque chose qu'il comprend pas complètement. Jinselin, c'est l'un des premiers du cercle restreint de l'association des héros
héros a capté que Saitama c'est pas un héros lambda. Alors que tout le monde se dit qu'un mec en classe C c'est forcément un guignol, lui il a accès à un truc que les autres n'ont pas, les données brutes. Pendant l'arc du registre national des super-héros, les tests physiques de Saitama étaient juste hors normes. Il a littéralement explosé tous les records, vitesse, force, endurance, tout. Et le pire, c'est qu'il a fait avec une facilité déconcertante. Les modèles statistiques comprenaient juste rien. Dans sa conversation avec Snake, Jinselin compare Saitama à un vaisseau qui porte le pouvoir d'un dieu. Et non, c'est pas une métaphore pour faire joli, c'est juste un professionnel qui essaie de rationaliser des chiffres qui n'ont aucun sens. Contrairement à d'autres qui ont besoin de voir Saitama exploser des monstres pour le croire, Jinselin, lui, il base sa compréhension sur les données. Pas de spectacle, pas de combat épique, juste des chiffres. Et ces chiffres lui disent qu'aucun héros existant, même en classe S, pourrait jamais atteindre ce niveau. La réaction de Jinselin, c'est celle d'un analyste pur et dur. Il voit les chiffres et les chiffres mentent pas. Saitama, c'est une anomalie statistique qui brise tous les modèles. Point final. Joro Joro. La reconnaissance de Joro Joro du pouvoir de Saitama vient d'un endroit bien précis, son arrogance démesurée. En tant que meilleur télékinétique des Dark Matter Thieves, ce mec se croyait intouchable. Ses capacités à manipuler des projectiles à une vitesse subliminale et altérer la gravité elle-même s'étaient considérées comme inégalées dans toute la galaxie. Sauf qu'en quelques secondes, sa vision du monde s'est complètement effondrée. Joro Joro balance une pluie de débris à haute vélocité, une technique qui serait létale pour la plupart des êtres vivants. Et la réponse de Saitama, aussi décontractée que dévastatrice. Il rejette l'attaque comme un gaspillage de super pouvoir. Et avec un simple lancer de pierre, il met fin à la vie de Joro Joro. La tête du lieutenant se fend, pas à travers un combat épique, non, juste via un geste distrait. Un caillou balancé négligemment. Pour quelqu'un qui se croyait au sommet de l'univers, mourir d'un caillou lancé par un chauve, c'est l'humiliation ultime. Joro Joro n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Juste la mort instantanée. Pas de dernière parole, pas de réalisation profonde, juste fini. Glaceuse. Alors là, on va parler de Glaceuse. Et non, je parle pas de tes lunettes de vue, je parle du héros. Glaceuse, c'est un mec qui a compris un truc que la plupart des héros n'ont toujours pas capté. Le pouvoir de Saitama, c'est pas quelque chose qui fait flipper. Non, c'est quelque chose qui inspire. Au début, Glaceuse, c'était juste un membre lambda du groupe Blizzard de Fubuki. Vous savez, ce groupe de héros de classe B qui se la joue un peu trop. Alors qu'en vrai, ils sont pas si forts que ça. Ils comptaient plus sur le nombre que sur la vraie puissance. Et Glaceuse, lui, il était là, en train de galérer avec ses propres doutes. Il se disait qu'il avait pas assez de talent, qu'il était condamné à rester éternellement dans l'ombre, à jouer les seconds couteaux toute sa vie. Et tout ça, ça change radicalement quand il voit Saitama exploser le monstre démonique fan. Un monstre de niveau démon, hein. Pas un petit rigolo de classe loup. Non, un vrai monstre qui avait mis toute l'équipe de Fubuki dans la merde. Et Saitama, il l'a littéralement éclaté en une seconde, sans forcer, comme si c'était rien. Et là, pour Glaceuse, c'est pas juste, ah ouais, le mec est fort. Non, 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 c'est carrément un déclic total dans sa tête. Il se rend compte qu'un mec tout ce qu'il y a de plus banal, avec un survêtement qui coûte 3 francs 6 sous et une tête de chauve pas stylée, avait atteint un niveau de puissance quasi divin. Et comment? Juste avec de l'effort. Un effort constant, implacable, mais banal. Cette rencontre, elle change complètement la vie de Glaceuse. Il décide de quitter le groupe Blizzard. Il en a marre de chercher la validation en restant collé à Fubuki et aux autres. Il veut plus être dans l'ombre de quelqu'un. À la place, il adopte la mentalité de Saitama, la croissance personnelle, l'auto-amélioration, tout ça. Pour Glaceuse, le pouvoir de Saitama, c'est pas un truc inaccessible réservé aux génies ou aux élus. Non, c'est un putain de plan à suivre, un chemin clair. La différence entre un héros moyen et Saitama, c'est pas la génétique, c'est pas la chance, c'est pas un don du ciel, c'est juste l'effort, simple, constant, répété. Et du coup, la reconnaissance de Glaceuse de la force de Saitama devient le catalyseur de sa propre renaissance en tant que vrai héros. Pour lui, Saitama, c'est pas un monstre à craindre ou un phénomène incompréhensible. Non, c'est un modèle à suivre, un exemple vivant que n'importe qui peut devenir fort s'il s'en donne les moyens. Et franchement, respect à Glaceuse pour avoir capté ça, parce que la plupart des autres héros, ils voient Saitama et ils comprennent rien. Mais lui, il a vu la vérité derrière la puissance. Et ça, c'est stylé. Hammerhead. La reconnaissance de Hammerhead de la force de Saitama a été brutale, humiliante et un peu comique. En tant que chef des paradiseurs, équipé de combinaisons de combat volées capables de raser des bâtiments entiers, Hammerhead croyait que la force brute était le grand égalisateur. Sa vision du monde reposait sur l'idée que la technologie pouvait renverser l'ordre établi. Cette illusion s'est brisée au moment où il a croisé Saitama. Même en utilisant la puissance maximale de sa combinaison, ses attaques n'ont pas réussi à faire bouger Saitama d'un centimètre. En retour, un simple coup nonchalant de Saitama a complètement détruit la combinaison, privant Hammerhead de sa seule source de force, à la fois littéralement et symboliquement. Ce qui rend la prise de conscience de Hammerhead unique, c'est qu'elle ne vient pas d'un long combat ou d'une grande leçon morale. C'était immédiat et instinctif. Son attaque la plus forte n'a rien fait. Le geste le plus faible de Saitama l'a totalement détruit. Alors, il a juste décidé. D'accord, ouais, je vais pas jouer à ça. Pour Hammerhead, c'était simple. Il a compris en une seconde qu'il était dépassé. Il l'a accepté. Pas de déni, pas de revanche, juste, je me barre d'ici. Nyan.
Nyan, cadre de l'association des monstres et créatures de niveau dragon, était réputé pour son agilité absolue et sa flexibilité meurtrière. Il se voyait comme une ombre intouchable, un prédateur parfait dont l'art reposait sur la vitesse, l'esquive et la ruse. Aucun héros n'avait jamais réussi à l'enfermer. Tous finissaient pris au piège et de ses griffes après une danse fatale. Mais cette assurance a volé en éclats lorsqu'il a senti une onde de choc parcourir les couloirs de l'association. Une vibration sourde, presque animale, qui attirait son attention. La source, un simple coup de poing. Saitama venait de frapper Overgrown Rover comme on écrase un insecte, sans effort, sans émotion. Intrigué, Nyan a voulu tester cette force. Une attaque éclair, une frappe calculée visant les points vitaux. Pourtant, son coup n'a provoqué aucune réaction. Pas une égratignure, pas même un regard. À cet instant, Nyan a compris. Saitama n'était pas un adversaire, c'était une aberration. Tous ses réflexes de chasseur ont cédé la place à une peur viscérale. Pas la peur de mourir au combat, mais celle de disparaître sans laisser de traces, sans même comprendre comment. Alors il a fait ce que ses instincts lui dictaient, fuir. Pour un être qui avait bâti toute sa fierté sur sa vitesse et réaliser qu'il ne pouvait pas échapper à une simple présence, c'était une défaite bien plus cruelle que la mort. Phoenix Man. Phoenix Man voyait son pouvoir comme une bénédiction divine. Chaque défaite le rendait plus fort. Chaque mort était une renaissance. Son cycle éternel lui garantissait, croyait-il, une invincibilité absolue. Rien dans ce monde ne pouvait vaincre un être capable de renaître indéfiniment. Mais cette conviction s'est effondrée le jour où il a rencontré Saitama, lorsque l'homme au crâne lisse a traversé son espace phénix, brisant littéralement l'île loin de la réalité d'un simple geste. Phoenix Man a compris qu'il faisait face à quelque chose qui dépassait le concept même d'évolution. D'abord, il a tenté de rationaliser, peut-être une illusion, une technologie, un artefact héroïque. Et plus il observait Saitama, plus son esprit se fissurait. Il n'y avait rien à analyser, rien à comprendre. L'aura que Saitama dégageait n'était pas celle d'un humain, mais d'un point d'effondrement de toute logique. Alors, pour la première fois, Phoenix Man a fait un choix qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il a fui. Il a brisé son propre espace, expulsé tout le monde, refusant le combat avant même qu'il ne commence. Car face à Saitama, même un phénix ne renaît pas. Snake. Pour Snake, la rencontre avec Saitama n'a pas été une bataille. C'était une leçon d'humilité brutale. Héros de classe A, sûr de sa place dans la hiérarchie et fier de sa technique du Biting Snake Fist. Snake se voyait comme un modèle de discipline et d'autorité. Quand un nouveau venu de classe C, chauve et sans réputation, a pulvérisé tous les records physiques de l'association d'héros, son ego a vacillé. Convaincu qu'il devait lui montrer les règles du jeu, Snake a attaqué. Mais Saitama n'a même pas semblé le remarquer. D'un simple mouvement distrait, il a esquivé, neutralisé, puis mis fin au combat. Sans effort, sans intention. À cet instant, Snake a compris. Son statut, son titre, sa technique, rien n'avait de poids face à cette force-là. Le choc fut immédiat et total. Mais au lieu de se briser, Snake a évolué. Cette humiliation l'a ramené sur Terre, l'a forcé à revoir sa conception du héros. Plus tard, on le revoit différent, plus calme, plus humble, presque reconnaissant. Parce que ce jour-là, Saitama ne l'a pas simplement vaincu, il l'a réveillé. Kamen Rider. La révélation du Mumen Rider ne vient pas d'une défaite, mais d'un acte de salut. Lors de la bataille contre le Deep Sea King, alors que tous les héros plus puissants avaient été balayés, Mumen Rider, sans pouvoir, sans armure sophistiquée, s'est tenu debout, seul. Il savait qu'il allait perdre, mais il s'est battu quand même, parce que c'est ce que fait un héros. Et au moment où il était sur le point d'être écrasé, Saitama est arrivé. Un seul coup. Fin du combat. Silence. Mumen Rider a vu la force absolue incarnée. Mais ce qui l'a le plus marqué, ce n'est pas la puissance de Saitama, c'est le respect. Saitama n'a jamais tourné en ridicule son courage. Il l'a validé. Il a reconnu que le cœur de Mumen Rider valait autant que n'importe quel point. Pour lui, ce n'était pas une humiliation, c'était une confirmation. Être un héros, c'est pas dominer, c'est persévérer, même quand tout semble perdu. Depuis ce jour, Mumen Rider ne voit pas Saitama comme une légende inatteignable. Il le voit comme l'exemple parfait de ce qu'un vrai héros doit être. Et soyons honnêtes, Mumen Rider est un GOAT. Pas pour sa force, pour son âme. Forte, héros de classe A, connu pour son style de combat basé sur le rythme et le tempo, avait tendance à se croire supérieur. Il abordait Saitama avec cette arrogance typique des vétérans, frustré que le nouveau refuse de se soumettre à son autorité. Mais sa vision a complètement changé après avoir été témoin de la rencontre entre Saitama et Tatsumaki, et dans une certaine mesure, après leur propre duel. Au départ, Forte avait défié Saitama à un combat, sans avoir la moindre idée de ce qu'il attendait. Alors que Saitama a tenté simplement de lui dire de se pousser d'une voiture en marche, Forte s'est retrouvé percuté de plein fouet et mis au tapis sur le coup. Convaincu à tort que c'était un coup de poing de Saitama, il a malgré tout compris l'essentiel. Cet homme était sur une toute autre dimension. Plus tard, en voyant Saitama affronter Tatsumaki, la deuxième plus puissante de la classe S, avec un calme absolu, Forte a saisi l'évidence. L'homme qu'il avait méprisé échangeait sans effort des coups avec une héroïne capable de raser une ville entière. Dès lors, il a cessé toute idée de rivalité. Au contraire, il a préféré se rapprocher de Saitama, respectant même sa promesse de s'occuper de ses animaux s'il perdait le combat. Comme beaucoup d'autres avant lui, Forte a vu sa définition du mot héros se transformer. Réaliser que Saitama se trouvait au-delà de tout rang, de toute catégorie, font une leçon d'humilité, et aussi une libération. Dr. Beaufoy. Dr. Beaufoy, plus connu sous le nom de Lethal Knight, a compris la puissance de Saitama sans jamais l'affronter directement. Pas besoin de combat, juste des données. Beaufoy est un homme qui croit aux chiffres, pas aux rumeurs.
Pourtant, même ces algorithmes n'ont pas pu expliquer ce qu'ils voyaient. Un simple héros de classe A capable de pulvériser sa flotte de drones haut de gamme et d'anéantir des menaces qui auraient nécessité une armée entière de classe S. Contrairement aux autres héros, souvent émotifs ou impulsifs, la compréhension de Bofoy était froide, méthodique. Les performances de Saitama défiaient toute logique. Ses calculs échouaient, ses métriques explosaient. Il n'y avait aucun modèle capable d'expliquer ce niveau de puissance. En analysant les exploits de Saitama, du météore détruit d'un seul coup à son rôle écrasant dans le raid contre l'association des monstres, Bofoy est arrivé à une conclusion glaçante. Saitama est une variable incontrôlable dans l'équation de la défense mondiale. Et pour un homme obsédé par le contrôle, c'est inacceptable. Il garde donc ses distances, il observe, il compile des données. Il surveille Saitama comme une menace potentielle à ses propres plans, quel qu'il soit. Pour Bofoy, Saitama n'est pas un héros, c'est une anomalie. Et dans le monde parfaitement rationnel qu'il tente de construire, une anomalie, c'est la pire des terreurs. Voilà, on a fait le tour. De God, l'entité cosmique, jusqu'à Dr. Bofoy qui observe tout de loin, tous ces personnages ont un point commun. Ils ont fini par comprendre que Saitama joue dans une autre dimension, un niveau où les règles normales ne s'appliquent plus. Et c'est ça qui rend One Punch Man génial. C'est pas juste une parodie du shonen classique, c'est une déconstruction. Dans les animés habituels, le héros commence faible et devient fort au fil du temps. Mais Saitama, lui, il est déjà au sommet. La tension du coup ne vient pas de est-ce qu'il va gagner, mais de comment les autres vont réagir. Et ça, c'est tout simplement brillant. Dites-moi en commentaire quel est votre perso préféré parmi ceux qui réalisent la vraie puissance de Saitama. Perso pour moi, c'est clairement Boros. Ce combat était juste parfait. Mais je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'important? Dites-le moi. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager avec vos potes fans de One Punch Man. Allez, je vous laisse. J'ai une autre vidéo à préparer. A plus.